Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on va commencer ce webinaire sous peu. On attend juste que toutes les personnes qui sont euh, là puissent entrer dans la salle et nous allons lancer le webinaire. Donc, pendant ce temps, n'hésitez pas à commencer à vous présenter dans le chat. Comme ça, on saura qui est notre audience et en quelle compagnie on est aujourd'hui. Ça sera fort agréable. Et on laisse encore une petite minute à tout le monde pour entrer dans la salle, se joindre à nous. Bon, je propose qu'on commence. On commence à être relativement nombreux. On va quand même faire une petite introduction pour que les dernières personnes aient le temps d'entrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Donc, on est sur un webinaire qui fait partie d'une série sur le cash en anticipatoire qui est animée par le groupe de travail global sur le cash anticipatoire d'Anticipation Hub. Et donc, je suis Céline, je suis membre du réseau CAP, je suis advisor pour le réseau CAP et je fais aussi partie du coup de lead de ce groupe de travail. Et on a co-organisé aujourd'hui avec la Task Force Action Anticipatoire régionale et mon collègue Mirko Tomasi, qui est le représentant régional du CALP à Dakar, donc pour toute la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc l'enregistrement est lancé et le webinaire sera disponible, l'enregistrement du webinaire ainsi que toutes les présentations seront disponibles sous peu sur le site d'Anticipation Hub et du CALP. On va être ensemble pour les 90 prochaines minutes. Et normalement, en bas de votre écran, donc vous avez de quoi réagir et interagir avec nous. Donc, vous pouvez effectivement utiliser le chat pour vous présenter ou réagir pendant les présentations si vous le souhaitez. Vous avez aussi une boîte questions et réponses pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas, comme ça, ça nous permet de garder le track, c'est peut-être plus facile. Et dans le chat, nous mettrons aussi des liens vers des documents qu'on juge importants et qui peuvent vous intéresser. À la fin du webinaire, on a prévu une session de questions-réponses pendant laquelle vous pouvez évidemment lever la main et on essaiera d'adresser toutes les questions que vous avez mises soit dans la boîte de dialogue, soit dans le chat. Et vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. Donc, si tu peux, voilà, je vais vous donner quand même quelques nouvelles sur l'action anticipatoire en général et notamment des nouvelles d'Anticipation Hub. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ce groupe de travail qui est au niveau global que vous pouvez suivre, qui travaille sur les transferts monétaires en anticipatoire. Je vous mets aussi le lien pour la task force de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui est aussi présente. On a aussi beaucoup d'innovations qui sont données sur le site d'Anticipation Hub. Vous pouvez suivre énormément de choses qui vont être faites. On a notamment quelque chose que je vous conseille si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est action anticipatoire, préparation, etc., qui est une série de webinaires qui a été faite sur tout ce qui va être prévision liée à des aléas climatiques qui a été faite là. Vous pouvez bien sûr trouver tout ce qui se suit au niveau de la task force. Vous avez sur cette page les termes de référence, le mapping qui est en train d'être fait, etc., qui sont en lien. Et donc, je vous recommande aussi de rentrer en contact avec les collègues qui sont ici aujourd'hui et qui vont présenter, mais qui vont vous donner plus de détails. Il y a notamment qui arrive la semaine prochaine, la plateforme de dialogue régional qui va se tenir, je pense, pour la première fois en présentiel à Dakar, où vous aurez ces nouvelles-là. Et sur le site, vous avez aussi
tous les autres événements, notamment la plateforme internationale sur l'action anticipatoire qui a lieu début décembre, auquel on peut se joindre, alors qui sera entièrement en anglais, mais auquel on peut se joindre aussi en ligne. Slide suivante, s'il te plaît, Sophie. Donc voilà, sur ce site, et on essayait de vous les mettre au cas où vous ne les connaissiez pas, il y a beaucoup de contacts aussi de personnes ressources. Et donc là, c'est les personnes qui sont en lead des groupes de région. Et il y a une publication annuelle, slide suivante, s'il te plaît, qui est, ah pardon, alors ça c'est la plateforme, donc je vous en ai parlé rapidement et je vous ai mis le lien. Et celle-là, encore d'après, du coup, c'est un état des lieux mondial de tout ce qui est fait en action anticipatoire et qui a été reporté. Plus que le rapport, qui en tant que tel est déjà intéressant et nous apprend pas mal de choses, ce qui est lié à ça, c'est toutes les bases de données qui ont servi à monter ce rapport. Donc, si tu peux cliquer une première fois, Sophie, on va arriver à avoir accès à ce qui se passe dans les différents pays, dans les différents pays du monde, en fonction des aléas climatiques, etc. Donc, certes, ça date de 2024, mais ce sont des ressources qui sont intéressantes. Et si tu recliques, on peut avoir les différentes bases de données voilà, sur les activations, les cadres d'activation, et souvent il y a le lien vers le cadre. Donc, si vous êtes dans un pays où vous ne connaissez pas les cadres qu'il peut avoir, ils peuvent être recensés là. Vous pouvez les lire, les découvrir et voir ce qu'ils sont. Et un exemple de base de données, si tu cliques encore, on retombe sur un tableur Excel qu'on connaît bien et on peut retrouver qui coordonne, qui fait quoi, qui organise, qui implémente et évidemment pour quel pays et pour quel aléa climatique. Donc, c'est une base de données qui est intéressante et ça mérite d'être connue. Voilà. Aussi, sur le site d'Anticipation Hub, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous allez aussi retrouver énormément de ressources avec des groupes thématiques comme le groupe sur le cash ou les transferts monétaires en anticipatoire, mais il y a aussi des groupes sur la localisation, la qualité des données, etc. Et donc, je vous laisse découvrir tout ça sur la page des groupes. Merci beaucoup. Sophie, si tu peux changer. Là, je vais vous parler de vos intervenants après cette petite page de publicité. Donc, on a encore aujourd'hui avec nous Stéphanie qui est présente, donc qui travaille au bureau régional d'Ocha pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Elle dirige actuellement la coordination des actions anticipatoires dans la région et notamment les cadres d'action anticipatoire et elle co-lead de la task force régionale en action anticipatoire avec la collaboration des partenaires qu'on a pu voir précédemment. Donc, elle va vous dépeindre un petit peu la situation régionale aujourd'hui avec mon collègue Mirko sur la partie cash. Et par la suite, on va rentrer dans des activations et des études de KPI. Et pour ça, on va avoir Yves Guzikahashi qui travaille pour CAFOD en RDC et qui va vous parler de l'activation RDC. Papa Baidifal qui travaille pour CRS au Sénégal et qui va vous parler de l'activation récente qu'il y a eu au Sénégal. Et enfin, une fois qu'on aura vu cette partie un peu régionale, puis beaucoup plus nationale avec des activations locales, on repassera sur quelque chose d'un petit peu global et on va avoir Sylvia Pierretto qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous présenter la toute nouvelle guideline du PAM sur le cash en action anticipatoire. Et elle va nous en donner les grandes lignes aujourd'hui pour que vous puissiez la découvrir plus facilement. Donc Stéphanie et Mirko, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à tous, bonjour collègues. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un aperçu principalement de la task force action anticipatoire que nous avons ici basée au niveau régional avec une couverture Afrique de l'Ouest et du Centre. Je pense qu'on peut passer au diapo. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, un petit aperçu. La task force en l'état aujourd'hui a été créée en mai de cette année suite à la fusion
d'instances déjà existantes sur l'action anticipatoire. Nous avions le groupe de travail action anticipatoire, une task force action anticipatoire spécialisée sur la sécurité alimentaire. Et nous avons donc décidé de regrouper tout ça dans une même structure qui a été mise sous le leadership du CILS, qui est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Donc, c'est cette structure régionale gouvernementale qui a aussi un ancrage dans plusieurs des pays de la région et qui nous permet donc de faciliter un peu plus la collaboration au niveau régional, niveau pays, et aussi avancer sur les questions euh, d'institutionnalisation et ancrage national. Pour information, cette task force est donc soutenue par un secrétariat que OCHA mène avec une étroite collaboration avec le PAM et la FAO. Et on a aujourd'hui plus de 30 organisations représentées entre ONG, Mouvement de la Croix-Rouge, Système des Nations Unies et aussi quelques bailleurs qui participent donc à nos réunions mensuelles. Et puis, nous avons aussi des réunions ad hoc de comités techniques qui travaillent sur voilà, des éléments clés de notre plan de travail pour avancer nos activités. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Quelques mots sur nos objectifs. Tout ça est disponible en ligne. Les liens vous seront partagés. Mais dans les grandes lignes, nous avons vraiment pour objectif principal de renforcer la coordination régionale, de cartographier les initiatives qui sont en cours et de permettre à tous les acteurs œuvrant sur l'action anticipatoire de se réunir dans un même endroit et apprendre les uns des autres. Ce qui fait le lien aussi avec notre objectif d'harmoniser les initiatives de renforcement des capacités et tout ce qui est appui technique. On voit beaucoup d'initiatives en cours et on souhaite surtout que le même message soit passé à tous sur la thématique. Donc, on travaille là-dessus. On essaie aussi d'améliorer tout ce qui est partage d'informations en matière de leçons apprises, bonnes pratiques, notamment le cas aujourd'hui avec Sylvia qui va aussi partager la note Cash AA. Donc, encore une fois, beaucoup de choses circulent et on essaie de agréger tout ça dans un même endroit. Tout ce qui est en lien avec la promotion de l'intégration de l'action anticipatoire dans les stratégies nationales se fait en collaboration avec les services techniques des pays, aussi au niveau régional, raison pour laquelle on a ce leadership du SILS, et aussi dans ce qui est les cycles de programmation humanitaire, HPC, HNLP pour ceux qui connaissent. Pour que l'action anticipatoire devienne vraiment partie intégrante de notre planification à tous. Point clé, c'est évidemment tout ce qui est plaidoyer, mobilisation de ressources, raison pour laquelle aussi nous rapprochons des bailleurs. Certains participent à nos réunions, comme mentionné. Et on souhaite surtout assurer que le travail qu'on fait soit partagé et connu par les bailleurs, que ce soit ceux qu'on connaisse, les bailleurs traditionnels, mais aussi tout ce qui est instituts financiers et autres. Et le dernier point, un peu plus technique, c'est tout ce qui est le suivi, l'évaluation et l'amélioration de nos activités qu'on essaye voilà, de répertorier et que tous aient un aperçu de ce qui est en cours. Prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. Voilà, tous ces objectifs sont donc intégrés dans notre plan de travail. Ils sont regroupés sous 4 objectifs spécifiques. Ce document est également disponible en ligne. Principalement, ces objectifs tournent autour de tout ce qui est coordination, apprentissage, tout ce qui est donc institutionnalisation, intégration de l'action anticipatoire au niveau national,
Le troisième point, tout ce qui est financement, mobilisation de ressources. Et puis le dernier point, vraiment tout ce qui est plus technique. Par exemple, on essaie d'harmoniser notre approche au développement des mécanismes de déclencheurs, les activités proposées et les points plus techniques qui rentrent dans les plans, les cadres des uns et des autres. Prochain diapo. Voilà. On a aussi un petit aperçu de quelques réalisations de la task force et des activités prévues, un petit plaidoyer pour l'audience, mais qui relate aussi donc nos efforts de mise en œuvre de notre plan de travail. Le premier point, c'est que cette année, on a travaillé avec le gouvernement au Sénégal pour intégrer l'action anticipatoire dans le plan de contingence national. Euh, Ça a été acté et aujourd'hui, on travaille sur un plan annexe vraiment spécifique action anticipatoire inondation avec un comité technique au pays. On a aussi en juillet organisé un atelier régional sur l'action anticipatoire pour 5 pays de la région sous le lead du PAM. Euh, Vraiment pour harmoniser la compréhension de chacun. On a une cartographie qui reste dynamique. On a une première version, je crois que ce sera sur les prochains diapos. Je vais en parler un peu plus. Et puis, comme Céline l'a mentionné, notre événement phare qui approche à grands pas la semaine prochaine, la plateforme de dialogue régional sur l'action anticipatoire. C'est donc un premier événement de ce genre qu'on organise ici. Ça sera uniquement en présentiel. Je crois bien que certains d'entre vous allez venir, mais on va assurer une communication en direct sur l'événement, sur les réseaux sociaux. Il y aura un rapport à la suite de l'événement voilà, c'est vraiment une première initiative pour lancer un peu tout ce travail sur l'action anticipatoire et on espère une mise à l'échelle et pour des événements futurs avec encore une audience plus grande. J'ai mis en avant le prochain point simplement pour la thématique d'aujourd'hui, mais on fait évidemment beaucoup de promotions sur ce qui est action anticipatoire et cash, avec divers briefings, les webinaires en ce moment. On a aussi des sessions prévues là-dessus lors de la plateforme de dialogue et on a une histoire d'impact qui a été notamment rédigée par nos collègues OCHA du siège. Le lien devrait aussi apparaître quelque part dans la présentation pour ceux qui sont intéressés. Euh, Et pour ce qui est encore prévu, on a une formation des formateurs prévue en novembre qui a vraiment pour but cet objectif d'harmoniser notre matériel de renforcement des capacités qu'on va donc essayer de mettre en œuvre au mois de décembre avec un groupe élargi de participants sur ce renforcement. Prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà, ici un petit aperçu donc de cette cartographie. Le document sera publié bientôt. C'est mis à jour jusqu'en septembre de cette année. Et voilà, dans les grandes lignes, on a répertorié une quarantaine de plans, cadres, protocoles, comme on veut les appeler, sur l'action anticipatoire couvrant 12 pays avec 6, 7 aléas. Un aléa est répertorié comme multirisque euh, qui ont été renseignés par 8 organisations avec près de 30 partenaires. Donc voilà, on a pour but maintenant de mettre en avant tout ce qui se fait, faire plus de visibilité sur la thématique. Donc aussi un petit plaidoyer à tous qui travaillent sur l'action anticipatoire, de remonter ces informations à travers vos groupes de travail au pays, qui remontent ensuite au niveau régional et on essaye d'avoir un aperçu vraiment le plus précis possible. Prochain diapo. Voilà. Quelques derniers mots sur la thématique d'aujourd'hui. Je pense qu'on est tous très familiers, mais juste pour voilà, faire le lien pour ce qui est important en matière de cash dans l'action anticipatoire et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui avec le reset humanitaire. Le cash est vraiment primordial dans cette approche-là, que ce soit pour agir
tôt, pour faire confiance aux gens, aux bénéficiaires pour prendre leurs propres décisions et aussi maximiser l'impact des transferts octroyés, donc de chaque dollar dépensé. On sait tous que le cash est rapide, digne et produit des résultats mesurables. Et en dessous, vous avez une situation de Tom Fletcher, notre patron de Otcha, le ERC, qui en septembre dernier relaie encore une fois l'importance du cash pour l'action anticipatoire. Prochain diapo, s'il vous plaît. Merci. Euh, Quelques leçons clés qui ont été identifiées à travers la mise en œuvre du cash dans l'action anticipatoire sur ces dernières années. C'est notamment l'histoire d'intérêt que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez le lien en bas de page. Mais voilà, je pense que c'est transversal pour le cash. En tout cas, dans le cas de l'action anticipatoire, je ne suis pas sûre que la traduction soit bonne en termes de polyvalent. Le multipurpose cash, en tout cas en anglais, est la modalité qui a été préférée pour les interventions anticipatoires, mais en complémentarité avec d'autres interventions en nature pour vraiment fournir l'assistance nécessaire aux communautés à risque d'être impactées par les chocs climatiques. La coordination, c'est tout, c'est indispensable dans notre travail au quotidien, mais encore plus en matière d'action anticipatoire avec toutes les initiatives qui sont en cours. La coordination cash est encore plus importante pour assurer qu'on soit tous alignés, pas de doublons et ce qui suit. L'investissement en amont est toujours bénéfique, mais il faut qu'on s'assure que la communication soit bien assurée avec les communautés pour bien comprendre ce qu'on fait. Euh, L'action anticipatoire, le concept est pas nouveau en tant que tel, mais ça reste un concept technique que les communautés mettent déjà en œuvre, mais qu'il faut maintenant qu'on harmonise pour qu'on ait tous la même approche et du moins qu'on sache qu'on parle tous de la même chose. Une dernière chose, oups, juste le bon dernier point sur le diapo, merci. Dernière chose très importante pour nous aussi, c'est cet alignement entre la préparation et la réponse humanitaire. Finalement, l'action anticipatoire s'inscrit dans ce cycle de gestion des risques de catastrophe. Et c'est important pour nous d'assurer que cette compréhension soit assimilée par tous. Et mon dernier diapo, dans les temps, oh, ça allait un peu vite. Merci. Juste quelques contacts et ressources pour faire le suivi si vous êtes intéressé. Vous avez les adresses mail donc, du leadership au niveau du SILS, nos deux points focaux, Martial et Guino. Et au niveau du secrétariat, moi-même, Sylvia qui est sur le pôle du PAM et Ousmane de la FAO. N'hésitez pas à nous contacter pour questions, suivis ou autres. Et vous avez quelques liens directs pour le SILS, le Anticipation Hub et aussi notre page Relief Web où on essaye au fur et à mesure de mettre à jour et assurer que toutes nos informations soient disponibles. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup pour l'attention et je reste évidemment sur le call pour la session questions-réponses. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup pour avoir présenté le travail déjà de la plateforme régionale Action Anticipatoire et aussi pour avoir déjà introduit les différents aspects de la plus-value de l'utilisation du cash dans l'action anticipatoire. Moi, comme ma collègue m'a dit, je suis Mirko Tomasi, je travaille avec les CALP ici au niveau de la région, de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement quelques opportunités et quelques valeurs ajoutées de l'utilisation des transferts monétaires dans l'action anticipatoire. Diapo, s'il vous plaît. Donc, en commençant pour le contexte, l'Afrique de l'Ouest et centrale est un contexte vraiment sensible au changement climatique. On voit des chocs climatiques assez récurrents.
qu'on constate tous les années. On a des chocs climatiques liés aux inondations, riverains pour effets climatiques. On a les sécheresses, on a des épidémies. La région est aussi un contexte de conflits très particulier. C'est très fragile, lié à un grand nombre de conflits qu'on voit dans plusieurs pays de la sous-région. Donc, on pourrait même envisager de l'action anticipatoire liée au mouvement des populations, etc. Chose qui est déjà faite par certains acteurs dans quelques pays, mais c'est encore embryonal, si on veut. Et dernière chose aussi, dire que la population est effectivement soumise à beaucoup de différents stress importants dans la région. Donc, ça fait une cocktail pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à explorer davantage, une action anticipée davantage. Donc, oui, merci beaucoup, Sophie. Autre clic, s'il te plaît. Donc, ici, c'est un bref aperçu de l'utilisation des transferts monétaires au niveau global. C'est des données de l'Anticipatory Hub. Donc, comme vous pouvez voir dans les graphiques dans votre droite, les bleus foncés est relative à la catégorie utilisée lorsqu'un cadre est activé. La première catégorie que vous voyez en haut, même si c'est très petit, c'est l'utilisation des transferts monétaires. Et la ligne en bleu clair, c'est la présence de la modalité donc, dans les cadres qui ont été approuvés. Donc, on voit que les transferts monétaires sont vraiment les plus souvent inclus dans les cadres dans les différents pays. Et aussi, c'est la catégorie qui est la plus souvent utilisée lorsqu'il y a une activation du cadre. Comme vous pouvez voir aussi, il y a une amélioration dans les 2023, on avait un 50% des activations qui utilisaient des transferts monétaires et on est passé au 59% en 2024 de l'utilisation des transferts monétaires dans les cadres activés. On espère que cette tendance va continuer à la hausse. Diapo, s'il vous plaît. Donc, quelques valeurs ajoutées de l'utilisation des transferts monétaires dans l'action anticipatoire. On voit clairement qu'il y a vraiment une plus-value dans l'utilisation en permettant aux ménages, aux personnes affectées, de prendre des mesures préventives avant la crise. Donc, on peut citer certains, donc lors des inondations, les ménages qui reçoivent du cash préventif peuvent vraiment s'actuer pour mettre en sécurité leurs propres moyens de subsistance, peuvent se déplacer temporairement s'ils ont un risque vraiment d'inondation importante, peuvent actuer d'une manière de réduire l'impact sur leur résilience. On voit aussi dans d'autres contextes que l'utilisation des transferts monétaires dans l'action anticipatoire réduit significativement aussi les risques d'adopter des mesures de mitigation négative. Donc, c'est vraiment une chose qui est visible dans les activités avec des transferts monétaires pour l'action anticipatoire. Les transferts monétaires, si préparés à l'avance, selon les différents contextes, permet vraiment une rapidité dans la réponse, dans l'action anticipée, notamment là où les transferts monétaires peuvent être faits avec des transferts électroniques. Il y a toute une considération très importante aussi sur les marchés. Donc, les transferts monétaires, comme vous le savez, aident aussi toute la communauté pour l'impact positif sur l'économie du marché. Et dans l'action anticipatoire, il faut dire aussi que les marchés, généralement, ils sont fonctionnels. Bien évidemment, il y a l'analyse des marchés qui est essentielle, mais ils sont fonctionnels parce que les marchés généralement sont fonctionnels avant la crise.
Et les transferts monétaires aussi sont un système qui aide la mise en place d'un système de réponses précoces. Diapo. Ça, c'est un bref aperçu des cadres de l'action anticipatoire dans l'Afrique de l'Ouest et centrale. Stéphanie l'a un peu cité avant, mais ça, c'est vraiment focus sur les transferts monétaires. Donc, dans la région, on voit, comme vous pouvez voir dans la carte, on voit clairement que les cadres sont actifs. On a 13 cadres actifs. C'est des données 2024, mais c'est des 13 cadres actifs dans 6 pays de la région, comme vous voyez, Mauritanie, le Sahel central, le Tchad et la RDC. Et dans tous les pays, pas forcément dans tous les cadres, mais dans tous les pays, il y a la composante cash qui est inclue dans les cadres. Cette année, malheureusement, vu la situation avec les réticences et les interdictions à l'utilisation des transferts monétaires au Burkina Faso, les cadres au Burkina ont été changés et les transferts monétaires ne sont plus présents dans les cadres pour le Burkina Faso. Diapo. Je vais arriver à ma dernière diapo avant de passer la main. Donc ici, juste pour vous dire qu'au sein de la communauté cash et aussi au sein de la communauté action anticipatoire au niveau de la région, il y a un très grand intérêt à explorer davantage l'utilisation des transferts monétaires pour l'action anticipatoire. On l'a constaté dans des différents cadres. On l'a constaté dans la communauté cash lors de l'enquête qu'on avait faite en fin 2024 et on continue à le constater aussi grâce à la participation aussi dans différents webinaires qu'on fait, dans la participation aussi dans les cash working group quand on présente des leçons apprises, des expériences comme on a commencé à faire cette année dans le cadre du cash working group régional. Il y a quand même des défis, certains ont été déjà cités. Il y a une connaissance qui reste quand même limitée, que ce soit pour tout ce que c'est les définitions techniques liées à l'action anticipatoire et aussi que ce soit comment mieux utiliser les transferts monétaires dans l'action anticipatoire. Il y a un manque vraiment aussi de ressources, notamment des ressources en français pour la région. Et il y a donc aussi vraiment un besoin d'une plus grande synergie, dialogue entre les groupes, les cash working groups, que ce soit au niveau régional, mais que ce soit aussi au niveau des pays, avec aussi les groupes pour l'action anticipatoire. Nous, comme vous pouvez voir aussi du webinaire aujourd'hui, ou comme vous pouvez avoir vu du webinaire hier, on l'a vraiment co-organisé avec la plateforme, les Anticipative Hub, mais aussi avec la Task Force Action Anticipatoire. Donc, il y a une volonté de la part de la communauté cash au niveau régional de participer vraiment activement en synergie avec la plateforme, la Task Force Action Anticipatoire. On continuera à le faire, on continuera à proposer des cadres d'échange et on continuera aussi à proposer des partages d'expériences, leçons apprises dans les cadres du cash working régional. Et en début d'année prochaine, avec la réunion des leads et co-leads de tous les cash working group, on va certainement organiser aussi une session d'une demi-journée ou une journée dédiée vraiment à ce sujet. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est arrivé à la présentation. Je resterai avec vous, mais je passe la parole à Céline. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, merci Mirko aussi. Ça nous a permis de voir un petit peu là tout l'engagement au niveau régional. Moi, je trouve ça très impressionnant le mapping qui est fait. Ça nous permet de bien mieux se comprendre, se connaître, se coordonner. J'aime l'idée là qu'on essaye de collaborer un peu plus ensemble et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner la semaine prochaine et dans l'année à venir. Donc, j'espère qu'il y a de l'intérêt aussi au niveau de l'audience. Je vois que pour l'instant, vous êtes un peu discret au niveau des questions, donc n'hésitez pas à commencer à en poser.
soit dans le chat si vous êtes plus à l'aise, soit dans la boîte de discussion Q&A, comme ça, petit à petit, les présentateurs pourront y répondre aussi sans obligatoirement attendre la partie questions-réponses. Maintenant, je vous propose qu'on aille directement dans des pays, des cas d'activation qui ont eu lieu plutôt récemment. Et on va d'abord se concentrer dans un premier temps, donc slide suivante s'il te plaît Sophie, sur le cas d'étude de la CAFOD qui a eu lieu en RDC. Et du coup, pour nous présenter ça, aujourd'hui, on a Yves Ngouzi qui est avec nous. Il est le senior mail officer de la CAFOD en RDC. C'est un professionnel avec plus de 23 ans d'expérience et il va nous en faire partager aujourd'hui. Donc, son expérience dans l'humanitaire, il est spécialisé dans tout ce qui est réduction des risques des catastrophes, la sauvegarde, la gestion de programmes et de projets, l'accompagnement des organisations et aussi l'enseignement universitaire auquel il s'est consacré après son master en études de développement. Donc, Yves, je vous laisse la parole et nous présenter votre cas d'étude. Merci beaucoup, Céline, pour l'espace m'accordé pour présenter les cas de la RDC, leçons apprises de l'action anticipatoire pour les projets que nous avons mis en œuvre dans la province du Maniema en RDC. Et là, nous sommes en 2024. Diapo. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas la zone, là, nous sommes en train de situer Maniema, qui est aussi dans la partie est-centre de la RDC. Et l'action en question s'est réalisée dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans le cadre du programme de financement des risques de catastrophes, qui est un mécanisme qui a commencé en RDC depuis 2022. Diapo. La situation de vulnérabilité de la zone, comme vous pouvez voir déjà là, les maniements en termes de IPC, il se trouve dans une situation, une partie se trouve dans une situation de crise, une autre partie se trouve dans une situation d'urgence. Et les récents rapports a indiqué aussi que 80% des déplacés internes ont été rapportés. Environ 88% ont les premiers besoins prioritaires rapportés pour la majorité de la population, c'est pour la nourriture. Là, on a aussi marqué que 98% ont aucune assistance humanitaire et depuis que on a fait l'étude et là nous sommes en 2025. Diapo. Ici, nous sommes en train de présenter, à gauche, vous voyez les balises qui ont été placées le long du fleuve dans le Maniema. Et là, c'était pour pallier au déficit de l'absence de système d'alerte précoce au niveau communautaire pour alerter les populations d'avance parce que le seul mécanisme qui existe, c'est l'échelle d'étiage qui est utilisée par la RVF, Régie de la voie fluviale, pour surveiller la montée des eaux du fleuve. Malheureusement, c'est pour annoncer que l'inondation a lieu, mais les balises ont été placées pour aider les communautés à surveiller la montée des eaux. Pour les protocoles et l'activation qui a été utilisée là-bas, dans le cadre du programme de financement des risques et des catastrophes,
Normalement, pour que les programmes s'activent, on doit avoir un plan de contingence, on doit avoir fait les ciblages en avance, on doit avoir des propositions chiffrées, on doit avoir un comité de gouvernance, mais aussi on doit préparer l'action, mais aussi reposer sur un groupe technique de travail qui reçoit des messages d'alerte chaque jour pour le modèle d'inondation qui a été mis en place. Diapo. Alors, qu'est-ce que nous, on a mis en œuvre avec l'activation de 2024 dont il est question? On a eu 3 catégories d'actions. Les actions des cash qui ont pris en tout 76% de l'enveloppe, les WASH qui a pris en tout 12%, et les DRR qui a pris aussi 12% de l'enveloppe. Avec les DRR, l'argent a permis aux communautés de faire des travaux d'ouverture des caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Les populations ont été sensibilisées sur les causes des inondations et des effets sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Les populations ont eu aussi à être couvertes par les systèmes d'alerte précoce à base communautaire avec l'installation des balises dont on a parlé. Et là, la photo, ça indique les circuits de communication du système d'alerte précoce qui a été établi dans la zone. Pour les WASH, il y a eu 3 points d'eau qui ont été construites ou réhabilitées. Et là, c'est pour protéger les populations, aussi pour la contamination de l'eau. On a eu aussi à construire des latrines supplémentaires dans les ménages d'accueil pour prévenir certaines maladies hydriques, mais aussi les familles ont été sensibilisées sur les 5 moments de lavage des mains. Pour les cash, on a ciblé environ 5275 ménages et chaque ménage recevait 142,09 $ selon donc les meubles complets pour la RDC sous les modalités mobile money à travers un fournisseur prépositionné. Diapo. Alors, à quoi on a utilisé les cash? Vous allez voir que une grande partie de l'utilisation des cash a été utilisée pour réfectionner les abris qui ont été endommagés. Et je vais dire ici que du fait que l'activation a été faite en retard, au lieu que nous puissions donner les cash anticipatoires, on a donné les cash réponses. C'est pourquoi on parle de la réparation des abris. Une autre partie importante a été utilisée pour acheter les articles ménagers essentiels qui ont été détruits par l'inondation. Mais aussi d'autres secteurs ont été couverts par les cash donnés à la population. Diapo. Alors, ici, cette figure fait une comparaison entre la situation avant et la situation après. Et il se remarque que la situation après a dépassé un peu la situation avant, parce que la situation avant, c'est par rapport aux dégâts que l'inondation a causé. Par exemple, l'accès aux abris convenables. Vous voyez que là, on est à 35% de répondants par rapport à
25% qui exprimaient les besoins d'avoir des abris convenables. Si on doit lier avec la première figure, vous avez vu que la plupart des ménages ont affecté l'argent à la réparation des abris. Diapo. Alors, on a fait un suivi post-distribution ou post-action. Et à travers ces suivis, il a été noté qu'à plus de 80%, les populations ont rapporté qu'ils ont amélioré leurs connaissances sur les causes et les conséquences des inondations sur la vie et les moyens de subsistance. Et à plus de 80%, ils ont été satisfaits des services fournis. Diapo. Alors, quelles sont les leçons apprises? Comme je disais tantôt, les modèles qui ont été développés dans le cadre des programmes de financement des risques et des catastrophes avec les GBA, donc ça permet d'activer avant l'inondation et c'est là 10 jours avant. Mais pour ce qui nous concerne, le modèle a activé. Quand nous, on est arrivé sur terrain, l'inondation avait déjà eu lieu. Et il n'y avait pas le temps de faire les ciblages avant, l'évaluation des besoins. Donc, on a un peu opéré comme en mode réponse au lieu d'opérer en mode anticipation. Alors, la leçon apprise est que la préparation est un élément clé de l'anticipation parce qu'elle permet de faire tous ces travaux, toutes ces tâches avant pour être en mesure de réellement anticiper. On a appris aussi que les données de terrain au quotidien contribuent à la triangulation des données du modèle mathématique. Donc, les balises que nous avons placées, mais aussi la connaissance locale, permet de suivre aussi la situation et de trianguler ce que les informations qui viennent du modèle qui a été mis en place. Et aussi la non-actualisation des normes instruments de surveillance, parce qu'on a dit aussi que la régie de la voie fluviale qui surveille la montée de l'eau n'a pas actualisé ses instruments. Donc, quand on est arrivé, on dit la population était déjà dans l'inondation. Malheureusement, la régie disait que l'inondation n'avait pas encore eu lieu parce que les gens ont construit dans les zones, dans les lits du fleuve. Diapo. Alors, une autre leçon apprise est que les stratégies de survie de réponse sont un peu différentes des stratégies de survie en anticipation. Les ménages on a donné l'exemple où les ménages, avant l'inondation, placent leurs articles ménagers dans le plafond et peut-être se placent dans les pirogues pour rester garder la maison pour que leurs biens ne soient pas volés. Les outils d'évaluation des besoins devaient être adaptés aux actions anticipatoires. Donc, on devait aller dans le mode impact probable au lieu d'aller dans le mode impact réel. Donc, l'évaluation devait se faire avant que l'inondation n'ait lieu. Là où il y a les registres uniques, donc on a des données de ciblage facilement au lieu de commencer encore les ciblages. Diapo. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup Yves, c'était vraiment passionnant et je pense qu'on pourrait tous vous écouter longtemps. Je me permets juste d'intervenir puisque cette diapo se parle un peu d'elle-même. Tout le monde aura la présentation pour voir un peu la différence entre comment faire mieux pour les activations futures. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience et toutes ces leçons apprises. C'était très riche.
Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent pour vous. Donc, on les répondra, soit vous pouvez les répondre par écrit, soit on les répondra pendant la partie questions-réponses par la suite. Maintenant, je vous propose de changer de pays. Alors, on revient, on reprend l'avion très vite tous ensemble et on retourne au Sénégal où on était tout à l'heure avec la plateforme régionale. Mais là, du coup, pour une étude de cas, l'étude de cas de CRS, avec Papa Badifal qui va nous présenter ça. Il est spécialiste suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage. C'est un professionnel du développement qui a plus de 9 années d'expérience en Afrique de l'Ouest. Il pilote les systèmes 1000 participatifs dans les projets humanitaires et de développement. Il analyse des données multisources et accompagne le renforcement des capacités des équipes et des partenaires. Donc, c'est vraiment un expert en suivi de la qualité, de la capitalisation des connaissances et des approches centrées sur les résultats, qui vient nous parler justement des résultats de cette étude. À vous, Papa Baidi. Merci beaucoup, Céline, et bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager notre expérience d'activation en septembre 2024, un peu en anticipation aux inondations fluviales qui sont passées tout au long du lit du fleuve du Sénégal, dans la région de Matam. Diapo. Voilà, donc on va parler un peu de point de vue général l'activation du StatFund. Donc, StatFund, c'est un mécanisme de financement du réseau Stat Network et qui est conçu vraiment pour nous permettre d'agir un peu plus vite avant que la crise ne s'aggrave. Donc, l'idée, c'est que vraiment n'importe quel membre du réseau puisse détecter une crise, lancer l'alerte et en quelques jours, que les fonds puissent être activés. Donc, il y a un cycle d'alerte quand même qui a été bien défini et je vous invite peut-être à lire, il y a un manuel qui est open source, qui est disponible dans le site de StatFund et qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations. J'ai vu également dans les présentations des participants des gens qui sont membres du réseau et je suis ravi de les voir ici également. Donc, on ne va pas s'attarder ici. Le cycle d'alerte, on va juste se concentrer sur le déclenchement, l'activation du fonds, la soumission et puis l'attribution rapide des fonds. Donc, Diapo. Voilà, donc notre projet, c'est une action anticipatoire, donc comme je l'ai dit, face aux inondations fluviales, et qui a été réalisée en une période de 45 jours. Donc, les éléments de contexte sont importants parce que la saison de pluie a été vraiment prolongée et intense. Il y a eu une hausse exceptionnelle qu'on n'a pas notée ici au Sénégal depuis plus de 50 ans. Et les lâchers d'eau également de Manantali et de Fellou ont aggravé les risques pour les populations. Et il y a eu des impacts quand même très énormes en termes de pertes agricoles, de dégâts matériels. Et notre projet, en termes d'activités clés, il y avait d'abord l'orientation sur les normes de sauvegarde humanitaire par rapport à notre partenaire d'ancrage, le lancement, tout ce qui est sélection des bénéficiaires, la distribution de cash qui était inconditionnelle et tout ce qui est communication de masse et bien évidemment un suivi post-distribution a été organisé pour nous permettre d'en apprendre davantage et une revue également après action a été organisée avec le bailleur. Diapo. Maintenant, parlant du processus d'activation avec les 4 étapes clés, il y a une phase de préalerte. Le mécanisme de financement du StatFund, tout membre du réseau peut déclencher une alerte en renseignant juste un formulaire de note d'alerte et qui est soumis à Stat Network. Donc, l'identification des risques, le suivi de tout ce qui est données scientifiques avec les communautés du gouvernement, de Agripped, de l'ANACIM. Et toutes ces informations-là sont utilisées pour pouvoir renseigner cette note d'alerte-là. Ensuite, il y a la décision de l'alerte. Ça, c'est fait au niveau de Stat Network. En tout cas, dans les 24 heures suivant la note d'alerte, on est fixé sur la décision d'allocation ainsi que le montant. Et ensuite, Caritas, nous, on travaille avec Caritas Saint-Louis et on a travaillé sur une proposition qu'on devait soumettre dans les 24 heures suivant la décision et après, il y a un comité qui attribue les fonds dans les 24 heures. Donc, juste pour vous dire que c'est un processus vraiment dans les 72 heures et depuis la note d'alerte jusqu'à la soumission du projet et la mise en œuvre. Et ce qui est important ici, comme ce sont des actions anticipatoires, les activités doivent démarrer dans les 7 jours suivant le début suivant l'allocation.
l'approbation du projet. C'est très important. Diapo. Voilà. Donc, en termes d'action, ce qui est en jeu, c'est ce que j'ai expliqué, un peu le processus avec les 4 étapes. En termes d'action et de suivi évaluation, les inondations, malheureusement, sont survenues avant la distribution. Je pense que mon collègue de CAFOT tout à l'heure l'a expliqué. Donc, une grande partie du cash a été, a servi en réalité à une réponse plutôt qu'à une action anticipatoire. Donc, avant le choc, ce qu'on a pu réaliser, c'est tout ce qui est mobilisation communautaire, lancement, orientation, la sélection des bénéficiaires quand même avec beaucoup de doublons et d'erreurs et des zones qui étaient quasi inaccessibles. Et après le choc, bon, on a pu quand même déclencher tout ce qui est mécanisme pour faire le cash transfert via un opérateur mobile et qui a permis de toucher 800 ménages, environ 9200 personnes. Il y a également des actions de communication de masse à travers la radio, le suivi de la mise en œuvre, et également de PDM de suivi de distribution. Ce qui est important ici, c'est que la fenêtre d'opportunité qu'on avait, nous, pour mettre en œuvre nos actions anticipatoires, se sont révélées, c'était en réalité beaucoup plus court que ce qu'on avait pu modéliser et imaginer. Voilà. Donc là, vous voyez des maisons qui ont été détruites. Et la particularité de la zone, c'est que la plupart des maisons sont construites en banco. Diapo, je vais aller un peu plus rapidement. Maintenant, on a également, à la suite du suivi de poste de distribution, recueilli un certain nombre d'informations sur le timing. C'est important pour nous de pouvoir également nous assurer que d'avoir l'avis des bénéficiaires. Et 2 tiers des bénéficiaires considèrent qu'ils ont été informés à temps, juste avant le pic vraiment des inondations. Et pour l'utilisation du cash, il y a l'alimentation, le loyer, les produits. Donc, sont les dépenses principales. Mais comme le cash est venu juste après le pic, et une partie des ménages également l'ont utilisé pour la reconstitution, l'éducation, les dettes et les dépenses personnelles. Et moins de 5%, on parlait également de partage avec d'autres ménages et d'épargne. En termes de satisfaction et de la qualité des services également, on a des taux quand même qui sont assez élevés. Une insatisfaction limitée quand même, surtout liée à la faiblesse du montant par rapport à l'ampleur des dégâts. Next. Pour le mécanisme de feedback et de plainte, je précise que ils ont été consultés dès le début, surtout par rapport même au choix du dispositif à mettre en place. Et il y a 111% des communautés, des ménages qui considèrent, qui connaissent le mécanisme et qui connaissent comment ils peuvent contacter l'équipe du projet. Et 83% estiment que leurs besoins et opinions ont été pris en compte. C'est très important pour nous assurer que nos mécanismes fonctionnent et qui nous permettent de nous adapter par rapport aux besoins des communautés impactées. Maintenant, en termes de leçons apprises, de défis, de réussite, l'activation quand même a été rapide. En moins de 7 jours, on a pu lancer l'alerte et recevoir les fonds. Il y a eu un ciblage transparent parce que nous avons utilisé des comités locaux qui sont déjà présents avec une implication directe des autorités, tant administratives que les autorités également locales. On a également un transfert beaucoup plus efficace avec un prépositionnement via un opérateur mobile. Et la mise en place de ce mécanisme est à satisfaction élevée des bénéficiaires. Ça sont des réussites. Par contre, en termes de défis, on a reçu une liste préétablie de la part des autorités locales, mais après vérification qui contenait beaucoup de doublons, de ménages inexistants, de villages inaccessibles, et on devait procéder à une double vérification, ce qui nous a un peu retardé. L'accès également qui était difficile à certaines zones. La transition anticipatoire post-choc, c'est-à-dire l'inondation qui était survenue avant même la mise en œuvre, le montant du transfert qui était jugé insuffisant, mais également la coordination multisectorielle qui était un défi. Diapo. Maintenant, ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est d'affiner les signaux d'alerte et donner avec des seuils beaucoup plus sensibles. La diversification des sources également pour une activation plus tôt. La mise en place de cadres de concertation, ça c'est un élément très important.
et renforcer également les canaux de proximité pour mieux informer et garantir la redevabilité. Et en termes de perspective, ce serait bien de réviser le protocole pour anticiper plus tôt et agir plus vite. Et plan de déploiement express, ça, c'est vraiment important également pour une organisation de pouvoir disposer de ces plans-là. Le prépositionnement de tâches et tout ce qui est accord préalable, ça, ce sont des défis vraiment importants et conditionnent la rapidité de notre intervention. De faire des simulations, des exercices réguliers, de renforcer les capacités également de nos partenaires de mise en œuvre et vraiment de constituer un pool de données locales qui est actualisé pour améliorer le ciblage et la pertinence. Je pense que c'était la dernière diapo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Papa Bailey, pour cette présentation qui était très complète et en même temps parfaitement dans les temps. Très, très bien timé. Bravo pour ça. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que vous nous donnez comme conseil, puisque effectivement, c'est les leçons apprises que vous avez pour votre propre expérience. Mais je pense que comme pour la présentation précédente, c'est des choses qui sont un peu universelles sur comment mieux répondre au niveau global. Et donc, pour ça aussi, et pour nous aider là-dedans, justement, il y a un certain nombre de guides et de recommandations qui peuvent être présentes et nous apprendre à faire ça mieux. Et c'est pour ça, là, il y a le Programme alimentaire mondial qui récemment a publié un nouveau guide sur le cash en anticipatoire et comment faire, et des petits tips sur comment penser à tout ça. Et on a donc avec nous Sylvia Pierreteux qui va nous présenter ça, nous présenter le guide et nous donner quelques conseils issus de ce guide. Donc, Sylvia est coordinatrice action anticipatoire en Afrique de l'Ouest et centrale pour le PAM. Et elle a de l'expérience depuis plus de 6 ans en action anticipatoire, avec des expériences au Mozambique, en Haïti, et maintenant elle est présente au niveau régional et donc fait partie de cette task force. Donc, Sylvia, je te laisse la parole. Merci Céline, merci chers collègues. J'avoue que je suis pas seulement la dernière à parler, mais aussi que les collègues avant moi viennent de bien présenter avec des exemples très concrets tout ce que j'ai dans ma présentation. Donc, je vais essayer d'être assez bref et seulement de vous donner une vue globale de cet outil qu'on a au PAM et qui est disponible à tout le monde pour aider tous à renforcer tout ce qui est le travail sur l'action anticipatoire liée au transfert monétaire. Diapo. Voici une petite overview du travail du PAM sur l'action anticipatoire. En 2024, on était dans plus de 44 pays. En Afrique de l'Ouest centrale, on est dans les 5 pays que vous voyez et cette année, on vient d'ajouter aussi donc les 5 pays du Sahel. On vient d'ajouter aussi le Nigeria. On commence le travail avec le Sénégal et peut-être il y a des ouvertures aussi pour certains autres pays côtiers. En 2024, on a eu 2 activations de l'action anticipatoire à travers les cadres CERF dont Stéphanie a parlé tout à l'heure, au Niger et au Tchad, qui ont couvert des transferts monétaires pour l'équivalent de 2,7 millions. Et jusqu'au présent, en 2025, on a eu aussi 2 activations, une liée au cadre CERF au Nigeria et une liée plutôt à une activation interne au Niger, où on a eu des transferts monétaires pour à peu près 2,5 millions de dollars. On ne fait pas beaucoup de distribution in kind alimentaire, dû à les spécificités de l'action anticipatoire, donc les besoins d'agir assez rapidement. Mais pour le Burkina, on l'a introduit dans notre plan d'action anticipatoire, vu qu'il y a en vigueur le cash ban, dont probablement vous tous vous êtes au courant. Diapo. Voilà, donc vu que les transferts monétaires sont vraiment si centrales au travail de l'action anticipatoire du PAM, on a commencé à rédiger ce guide que vous voyez ici. C'est pour le moment seulement en anglais, mais on est en train de travailler sur la traduction en français. On vous la partagera dès qu'elle est disponible, on espère, avant la fin de l'année. On a commencé à travailler sur ce guide avec nos collègues qui travaillent sur les transferts monétaires.
mais aussi avec les collègues qui travaillent à l'action anticipatoire. On a donc essayé de fusionner deux types de connaissances, l'expertise action anticipatoire, que nous avons vu dans les slides antérieurs avec les expériences d'activation Niger, Nigeria, Bangladesh, et nos meilleures pratiques en matière d'opérations cash. On a publié ce guide premier à l'interne et maintenant c'est aussi disponible à l'externe et comme je dis bientôt traduit aussi en français. Dans ce guide, vous allez trouver principalement deux parties. Une partie avec des considérations générales, des considérations clés, et après une étape par étape pour le développement et la conception de programmes de transfert monétaire anticipatoire. Vous voyez pour la partie étape clé, vous voyez l'approche vraiment où, qui, quoi, combien, comment ça fonctionne. Donc vraiment que chacun, soit qu'il a une grande expertise d'action anticipatoire et zéro expertise sur les transferts monétaires ou l'inverse, puisse vraiment utiliser ces guides et traduire ces informations en faisant quelque chose d'opérationnel pour la mise en œuvre des transferts monétaires anticipatoires. Voilà, donc diapo. En termes de conditions préalables, on a vraiment beaucoup de points qu'on peut considérer. Vous allez voir un peu toute la présentation, c'est un peu répétitif avec les exemples qu'on vient d'écouter. J'espère que ça soit quand même intéressant. Donc, on veut vraiment travailler sur comment on fait la conception de cette intervention, définir les valeurs, qui sera les prestataires de services financiers, combien de personnes on compte de pouvoir toucher, comment on va le faire, donc les protocoles, les SOP de comment on va faire, qui fera quoi et quand, comment c'est, comme on vient d'entendre de l'exemple du Sénégal, le temps que nous avons est vraiment court. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir quand il y a une activation. On doit vraiment passer à la modalité aller rapidement, on met en œuvre. Donc, pour les PAM, c'est vraiment crucial d'avoir ces SOP, ces procédures opérationnelles standards, à l'interne, mais aussi avec les prestataires de services. Et on vient d'entendre ça de collègues du Sénégal, avoir déjà les contrats avec le mobile money, etc. Et bien sûr, aussi, on fait le suivi, on surveille, on mesure nos actions, on cherche de l'évidence, on cherche d'avoir des épreuves de ce qu'on a fait pour voir si ça marchait. Et j'ai des exemples pour vous à la fin que vous pouvez regarder. Le point clé aussi, bien sûr, à travers tous ces points, c'est parler aux personnes avec qui nous allons travailler, qui seront probablement les bénéficiaires, les participants dans ces projets, comprendre leurs besoins, leurs préférences. Et c'est vraiment à partir de ça. Si on n'a pas ce type d'analyse, il nous manque une condition préalable très, très importante. Tous nos plans, toutes nos procédures vont nous dire qui fait quoi à partir du déclenchement et des seuils, mais on a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qu'on va faire et d'avoir les capacités, les ressources suffisantes pour le faire. Et bien sûr, c'est une opération qui demande autant de préparation et aussi de la rapidité dans l'implémentation que donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seulement une personne qui fait toutes les choses. C'est vraiment pas un one-man show, mais on doit avoir vraiment tout bien défini à l'avance. Les fonds aussi, donc avoir vraiment aussi des fonds déjà disponibles à l'avance et enfin intégrer, pardon, diapo, pardon, je continue à parler sans regarder les... Oui, voilà, ok, pardon, j'avais déjà mentionné ces points et voici, ouais, à l'arrière, mon Dieu, voilà. Et les derniers points par rapport à ces conditions préalables, c'est vraiment aussi pour les PAM, mais c'est sûrement sûr pour vous tous, pour les gouvernements, pour tous les ONG. Il y a déjà d'autres programmes en cours. Dans les mêmes zones où nous allons agir avec l'action anticipatoire, il y a déjà des programmes. Comment on peut penser vraiment en programmation intégrée pour identifier soit de
conditions opérationnelles qui peuvent faciliter la mise en œuvre de l'action anticipatoire, mais aussi qui peut amener plus de bénéfices et plus d'impact aux bénéficiaires. Donc, on peut penser, s'il y a déjà des autres activités de sécurité alimentaire, que ce soit en réponse à des autres urgences, des activités de résilience, il y a aussi beaucoup à faire avec l'intégration de la protection sociale. La protection sociale, c'est vraiment une forme pour faciliter et être aussi plus cost efficient dans certaines activités d'action anticipatoire. Voilà, merci. Point clé et que ça fait beaucoup le centre de beaucoup de discussions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel impact on veut avoir? Ça dépend beaucoup du montant de ces transferts. Aussi, ici, il n'y a rien de nouveau. Vous le savez déjà, il n'existe pas une valeur standard. Même dans les mêmes pays, même dans les mêmes types d'opérations, il y a plusieurs valeurs. Bien sûr, partir de quelque chose que vous connaissez bien, comme par exemple les paniers des dépenses minimum, c'est un bon point de départ, mais on doit aussi quand même y réfléchir dans le point de vue de l'anticipation. Donc, qu'est-ce que ce panier va permettre de couvrir avant un choc? Qu'est-ce que ça va nous... est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que les objectifs que nous avons à travers notre travail d'action anticipatoire pourront être atteints avec cette valeur? Donc, il y a vraiment plusieurs formes pour le voir. On dépend aussi du type de chocs auxquels on fait face. Les chocs à déclenchement lent ou les chocs à déclenchement soudain ils ont sûrement des impacts différents, donc on doit aussi adapter nos opérations et donc la valeur du transfert. Quand on fait, par exemple, intervention d'action anticipatoire liée à un choc comme les inondations, on a dit on a très peu de temps, on doit aller très rapidement, donc probablement on pourra faire qu'un transfert en amont du choc. Si on regarde des chocs comme une sécheresse sur la durée, peut-être on pourra faire 2-3 transferts pendant une période d'un trimestre. Donc, il y a vraiment aussi beaucoup à prendre en compte. Ce que j'aime bien de l'exemple du Sénégal, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de perte de vie. Donc, même dans un cas d'une inondation vraiment rare comme celui qu'il y a eu l'année passée, la perte de vie n'était pas un souci, mais vraiment la perte de moyens de subsistance, des moyens économiques, etc. etc. Donc, voilà comment, par exemple, les collègues au Sénégal doivent penser, c'est ça l'impact au Sénégal de ce type d'inondation, comment on adapte ce que nous faisons pour répondre à ça. Dans des autres contextes, je pense, comme Céline a dit tout à l'heure, avant j'étais au Mozambique, il y a souvent des cyclones. Haïti, souvent des cyclones, il y a même une activation en cours en ce moment. Là-bas, la perte de vie à cause de la force, de l'intensité de ces événements, c'est vraiment un point crucial. Voilà comment on doit faire des considérations différentes. Diapo. Oui, j'ai à peu près touché déjà ces parties. Peut-être à penser aussi que souvent, au-delà de toutes ces considérations, il peut y avoir aussi, par exemple, nous, on pense, on est au courant de la valeur qui serait parfaite de notre point de vue pour une intervention, mais peut-être il y a déjà des programmes en cours et le gouvernement dit non, on ne va pas donner ces valeurs, on donne quand même une autre valeur. On a vu un cas comme ça, par exemple, en Haïti. Le valeur du panier minimum c'est de $200, mais le gouvernement a demandé que l'action anticipatoire s'alignait aux opérations d'urgence, que c'était les 50% du panier. Donc, comment après on mesure l'impact aussi par rapport à ce qu'on a donné, par rapport à ce qui était notre objectif principal. Diapo. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on vient vraiment de commencer au PAM. On a eu cette présentation pour le moment à l'interne une combinaison de comment on peut mieux intégrer les analyses économiques et les analyses du marché dans nos activités de sécurité alimentaire. Donc, on vient de publier à l'interne cette note technique pour voir comment
on peut vraiment prendre en compte toutes ces considérations. Normalement, dans une action anticipatoire, les marchés est assez stable, les marchés locaux ne sont pas encore perturbés, mais est-ce que peut-être il y avait des autres facteurs économiques du marché qui avaient déjà un impact? Est-ce que s'il y a eu une forte inflation, par exemple, on l'a pris en considération quand on a fait notre plan? La valeur qu'on avait pensée, par exemple, c'était $100, mais il y a eu une inflation, une hausse des prix, déjà, même avant le choc qu'on vise avec notre action. Est-ce que les ménages pourront vraiment acheter l'équivalent des $100 ou leur pouvoir d'achat s'est réduit? Quel impact ça aura? Est-ce qu'on a la capacité de voir aussi, prendre toutes ces considérations en amont quand on nous prépare et les inclure quand on fait nos plans d'action anticipatoire? Diapo. Voilà, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, dans le guidance, vous trouvez vraiment cette step by step, cette guide étape par étape pour dire comment on peut faire toutes ces actions, ajuster la valeur des transferts, qu'est-ce qu'on peut faire, et vous trouvez des exemples de plusieurs pays, donc des exemples concrets. Par exemple, sous l'examen de valeur de transfert, il y aura un exemple qui vient de l'Éthiopie. Diapo. Je suis un peu courte en temps, donc vous allez avoir tous les documents après. L'autre point à considérer, comme on a dit tout à l'heure, la fréquence. Quand on fait ces transferts, un transfert seulement, plusieurs, le type de choc, les contextes va vraiment nous dire qu'est-ce qu'on fait et si on le fait de la meilleure forme. Oui, diapo et diapo, encore une fois. Voilà. Donc, les défis quand même restent plusieurs. Il y a vraiment beaucoup qu'on doit encore voir et comme on a dit, ça dépend vraiment de chaque exemple que nous avons et de chaque contexte. Les types d'aléas peuvent changer, mais aussi des considérations techniques. Est-ce qu'on a le temps pour faire l'enregistrement des bénéficiaires? Si on a un aléa comme une inondation, on doit peut-être le faire en amont, même avant le déclenchement. Si on a un scénario d'un déclenchement lent, comme une sécheresse, on a le temps pour le faire, mais est-ce que ça pourra amener à des retards si on fait quand même toutes ces étapes d'enregistrement, de mobilisation des partenaires après le déclenchement? Donc vraiment aussi tout ce qu'on peut faire en amont pour être plus efficace. Dernier diapo, comme j'avais promis, quelques exemples. Vous trouvez plusieurs liens en ligne. Certains sont traduits, mais pas tous. Au Bangladesh, c'est la plus ancienne opération d'action anticipatoire au PAM. Des exemples du Mozambique. L'année passée, ils ont eu 3 cyclones et ils ont répondu avec des actions anticipatoires avec les gouvernements pour tous les 3. Un contexte complexe, que peut-être ça peut avoir des points intéressants aussi pour les collègues du Sahel. Donc Haïti, aussi un contexte de conflit très fragile. Et un bon exemple d'intégration avec les gouvernements est vraiment de donner la main au gouvernement de faire l'action anticipatoire à travers le renforcement du système de protection sociale au Fidji. Je pense que c'est tout de mon côté et j'ai touché mon temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia. C'était effectivement très intéressant et ça nous permet d'avoir encore plus envie de rentrer dans ce guide et de voir un petit peu plus comment faire ça. En tout cas, moi, je l'ai dévoré, donc j'ai hâte qu'il soit publié en français pour que tout le monde puisse en profiter. Et je pense que c'était très complémentaire justement de par rapport aux exemples terrain, de recadrer un peu tout ça, d'avoir un petit peu plus de théories qui peuvent s'appuyer un petit peu partout. Donc, je vous propose que maintenant, on passe sur un petit moment de questions-réponses. Donc, il y a quelques questions qui sont déjà là. Je vais me tourner, du coup, Sylvia, puisque tu es là et qu'on te voit encore, vers toi et Stéphanie en premier. On a eu des questions autour de plans d'action anticipatoire. Est-ce qu'ils sont disponibles dans chaque bureau pays? Est-ce qu'ils sont publics? Et si oui, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, je pense que c'est des questions qui vont bien à la task force et à toi en particulier. Merci beaucoup, très bonne question. Donc,
Je parle aussi un peu en nom de groupes élargis. Tous ceux qui sont les plans d'action anticipatoire financés par les CERF à travers OCHA sont publics. Vous allez les trouver en ligne dans les sites de OCHA aussi. Certains, à la fois, ils vont apparaître dans le site du Food Security Cluster. Je pense qu'on peut mettre les liens où vous trouvez toutes les ressources. Voilà, merci Stéphanie. À tous nos présentateurs. C'était vraiment passionnant d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, donc j'ai été très, très mauvaise pour tenir le temps cette fois-ci. Mirko, je ne sais pas si tu veux conclure un peu tout ce que tu as vu d'aujourd'hui. Merci. Oui, merci beaucoup Céline et merci beaucoup à tous aussi les présentateurs, les participants. Ça a été un webinaire très intéressant. Peut-être juste 2 ou 3 mots. Je sais qu'on a déjà dépassé les temps, mais juste aussi quelques réflexions de manière globale, aussi en connexion avec les contextes régionaux. Donc, on voit qu'il y a vraiment les transferts monétaires sont déjà un outil central dans l'action anticipatoire. Il y a un intérêt vraiment qui commence à augmenter aussi au niveau de la région. Dans d'autres régions, c'est vraiment beaucoup plus développé, c'est vrai, mais au niveau de la région aussi, il y a un intérêt qui commence vraiment à grandir, prendre la place. On doit vraiment collectivement travailler sur la préparation qui reste déterminante pour la qualité des transferts monétaires dans l'action anticipatoire. On a vu quand même pas mal de questions aussi aujourd'hui qu'on s'est posées par rapport au temps de la réponse anticipée, voilà, qui est très très courte, donc il faut vraiment se préparer bien à l'avant. Il y a quand même pas mal de questions aussi relatives à la valeur des transferts. Il y avait une question qui a été envoyée vraiment ces dernières minutes sur est-ce qu'on utilise l'AMB, la valeur du multipurpose cash ou pas. Bon, je pense que Sylvia l'a aussi bien dit, aussi quelques d'autres collègues, qu'il faut vraiment contextualiser. Chaque pays est différent, même à l'intérieur de chaque pays, il y a des contextes très différents et chaque aussi choc est différent. Donc, n'hésitez pas vraiment d'analyser les différents chocs et pouvoir se dire pourquoi on donne cette cash pour la réponse anticipée. Donc, pour essayer vraiment d'analyser la raison et quels sont les coûts pour les ménages qu'on assiste. La coordination reste vraiment, avant les chocs, reste fondamentale. On en a discuté beaucoup aujourd'hui et on espère qu'on va continuer dans ce sens, de manière collective, tous ensemble. Il faut vraiment ouvrir des portes, il faut échanger entre les différents groupes, les cash working groups et aussi les groupes action anticipatoire, que ce soit au niveau global, régional, mais aussi pays, là où aussi il y a les interventions qui prennent place. Il faut surtout aussi associer les autorités. On a cité aussi le cas du Burkina avec la réticence de l'utilisation de certaines modalités. Donc, il faut vraiment que les autorités aussi soient à bord. Sylvia aussi a cité le cas en Haïti, si je ne me trompe pas, que l'autorité a décidé que la valeur de transfert devait être moindre. Donc, il faut vraiment avoir ces discussions à l'avance pour ne pas arriver ou peut-être aussi tarder l'action anticipatoire au moment qu'il faut vraiment intervenir. Donc, il faut que certaines discussions aient lieu avant. Et donc, beaucoup de synergies là aussi entre les groupes sont nécessaires afin qu'il y ait cette discussion, ces échanges, sensibilisation et validation avec les autorités. Après, il ne faut pas vraiment seulement agir tôt, mais il faut aussi agir de manière appropriée. Je pense que les participants l'ont bien dit aujourd'hui. Il y a eu aussi des problèmes dans les 2 cas d'études qui ont été participés avec des retards. Donc, certes, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a des défis encore qui sont là. Les marchés restent, quand on utilise du cash, restent vraiment aussi un aspect très, très important. Donc, il faut être sûr que les populations aient accès au marché, que les marchés fonctionnent bien. Faire attention aussi, je dirais, surtout quand on distribue avec les prestataires de services financiers, ils sont plus rapides, mais faire attention que la liquidité soit là
et que ça soit là. Donc, si on a des retards, faisons attention parce que si les chocs arrivent, ça risque aussi d'avoir un impact sur la disponibilité de la liquidité pour les prestataires de services financiers. Donc, tous ces des éléments à considérer à l'avance. Et comme dernier point, vraiment, je ferai un plaidoyer aussi au niveau global pour qu'on ait de plus en plus des expériences contextualisées et documentées. Je pense que WFP l'a dit, ils sont en train de lancer certaines études. C'est vraiment important pour avoir ces données probantes pour les décideurs, que ce soit pour les bailleurs, mais aussi pour les autorités, pour les convaincre vraiment que les cash pour les actions anticipatoires font une différence pour les bénéficiaires, pour qu'ils ne descendent pas trop dans la ligne de la résilience. Donc, c'est vraiment une chose que je pense que collectivement, on peut vraiment y travailler. Voilà, c'était juste quelques réflexions personnelles ou liées au cash working group régional. Encore une fois, je vous remercie au nom du CALP, à tous les panélistes, Stéphanie Purocha, mais aussi les deux présentateurs des cas d'études, Yves Ngouzi, Papa Baïdi pour FOD et CRS, Sylvia pour WFP et pour vous tous pour la participation et aussi les questions. Donc, comme on a déjà dit, on va partager avec vous, on va mettre en ligne tout l'enregistrement des deux webinaires, donc de celui d'hier, mais aussi celui d'aujourd'hui, avec aussi toutes les présentations. Et on s'est dit, on reste en contact. On va certainement aussi, nous, essayer avec la plateforme, avec la Task Force régionale anticipatoire, on va essayer vraiment de créer plus d'événements. Et pour qui sera là à la dialogue régional, on se voit en présentiel ici à Dakar. Merci encore une fois et bonne suite de journée à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci.